Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel objectif brevet, c'est le sujet 3. Donc vous avez le lien dans la description pour télécharger le fichier PDF de ce sujet. Comme ça, vous pourrez faire ce sujet avant de regarder le corrigé en vidéo et vous pourrez aussi beaucoup mieux suivre le corrigé durant la vidéo. Exercice 1, nous avions un QCM à choix multiples. Voici donc la première question, la représentation graphique de la fonction f qui à x associe 2x et donc la droite de la réponse A, la droite de la réponse B ou la droite de la réponse C. Donc, en regardant notre fonction, on s'aperçoit que déjà nous avons une fonction linéaire. Effectivement, on a une fonction du type a fois x. On sait que la courbe d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine, donc dans tous les cas, il n'y a que la réponse A qui était possible. On s'aperçoit aussi que le coefficient directeur est 2, ce qui signifie que si j'avance de 1, je dois monter de 2 pour rejoindre la courbe. Imaginons par exemple, je me place sur ce point-là. Si j'avance de 1 ici, je ne monte que de 1,5 pour retrouver ma courbe, alors que je suis censée monter de 2. De même ici, si je me place sur la courbe et que j'avance de 1, je descends de 1 pour rejoindre ma courbe, et donc je ne monte pas de 2. Ici, le coefficient directeur est moins 1 et pas 2. Donc voilà, dans tous les cas, il fallait une fonction linéaire. La seule réponse possible, c'était la A. Donc c'est ce que je vous ai mis du coup dans le corrigé. La fonction f est du type ax, donc c'est une fonction linéaire. J'ai précisé du coup que la courbe de la fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine, donc une droite linéaire. Et du coup, la seule réponse possible était la réponse A. Question 2. L'antécédent de 4 par la fonction f, qui à x associe 3x moins 5 est 7, 3 ou moins 1 tiers. On souhaite trouver l'antécédent de 4, ça veut dire qu'on souhaite trouver le x qui a pour image 4. Donc on souhaite trouver le x pour lequel f de x serait égal à 4. F de x, on sait que c'est 3x moins 5. On se retrouve du coup avec une équation à résoudre qui est 3x moins 5 égale 4. Donc 3x moins 5 égale 4, ce qui signifie que 3x égale 4 plus 5. Donc je passe le moins 5 en plus de l'autre côté, ou alors je me dis que j'ajoute 5 de chaque côté. Moins 5 plus 5, effectivement, me donnera 0. Et donc, du coup, je dois aussi ajouter 5 ici. 4 plus 5, du coup, ça nous donne 9. On se retrouve avec 3x égale 9. Et donc, x est égal à 9 divisé par 3. Effectivement, moi, je ne veux la valeur que d'un seul x. Donc, je divise par 3 le 3 qu'il y a devant le x. Et donc, du coup, je divise par 3 de l'autre côté. Et finalement, on obtient x égale 3. Donc, l'antécédent de 4, c'est 3. La bonne réponse, c'était la B. Question 3. La décomposition en produit de facteurs premiers de 3900 est 3 fois 4 fois 5 au carré fois 13, 2 au carré fois 3 fois 13 fois 25, ou encore 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 13. Ici, vous pouvez calculer avec votre calculatrice, vous trouverez à chaque fois 3900. Donc déjà, ça ne peut pas vous aider que de calculer les propositions. Là, il faut être très attentif, on nous demande une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc on doit avoir que des nombres premiers dans notre décomposition. Dans la réponse A, on a le nombre 4. 4 n'est pas un nombre premier. 4, il peut s'écrire comme étant 2 fois 2. Il n'a pas que deux diviseurs distincts qui sont 1 et lui-même. Il en a d'autres, il a 2. Donc 4 n'est pas premier, donc la réponse A est déjà éliminée. Ensuite, la réponse B. La réponse B, on voit qu'il y a 25. 25 non plus n'est pas premier. 25, c'est 5 fois 5. Donc la réponse B est aussi éliminée. Et la réponse C, on va quand même la vérifier. On a bien 2 qui est un nombre premier, 3 un nombre premier aussi, 5 aussi et 13 aussi. Donc c'est bien la réponse C. Donc voilà, la rédaction, c'est exactement ce que je viens de vous dire du coup. Dans la réponse A, 4 n'est pas un nombre premier. Et je le rappelle, il faut vraiment que vous sachiez cette définition par cœur. Un nombre premier est un nombre qui a uniquement et exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc le uniquement suffit, mais c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il n'y a que deux diviseurs qui sont bien différents, 1 et lui-même. Ça veut dire que 1 n'est pas un nombre premier, parce qu'il n'a pas deux diviseurs distincts, mais un seul. Et du coup, ici, on conclut que 4 n'est pas premier, tout comme 25, qui peut s'écrire 5 fois 5. Donc voilà tout pour la question 3. Question 4. Dans une urne, il y a 5 boules rouges, 2 boules jaunes et 3 boules bleues indiscernables au toucher. On choisit une boule de l'urne au hasard. La probabilité d'obtenir une boule jaune est 10 demi, 1 cinquième ou 1 quart. Donc pour calculer une probabilité, il faut prendre le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles au total. Ici nous avons 5 boules rouges, 2 boules jaunes et 3 boules bleues. Ce qui veut dire qu'au total on a
10 boules dans notre urne. Sur ces 10 boules, il y en a seulement 2 qui sont jaunes, donc en fait on a 2 chances sur 10 d'obtenir une boule jaune. Et 2 sur 10, on sait que ça peut s'écrire 1/5. Il suffit de diviser par 2 en haut et en bas notre fraction. Donc la bonne réponse était la réponse B. Question 5, soit la série suivante 15, 17, 19, 15, 16, la moyenne est. Donc là pour le calcul de la moyenne, il faut additionner toutes les valeurs de notre série et diviser par le nombre de valeurs. Donc voilà, on additionne 15, 17, 19, 15, 16 que l'on divise par 5 vu qu'on a 5 valeurs et on trouve 16,4. Donc ici c'était aussi la réponse B. Et enfin, question 6, quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 3 mètres et de base rectangulaire de 1,2 m de longueur et 2 mètres de largeur? Petit rappel, un mètre cube c'est 1000 litres. Donc tout d'abord, il fallait calculer le volume du pavé en mètres cubes. Donc pour ça, il faut faire longueur fois largeur fois hauteur. Longueur fois largeur, c'est finalement l'aire de la base, donc une autre formule possible, c'est l'aire de la base fois hauteur. Du coup, on a 1,2 fois 2 fois 3 à calculer, et ça nous donne 7,2 mètres cubes. Maintenant, on va convertir ces 7,2 mètres cubes en litres, et ça nous donne du coup 7200 litres. Donc ce n'est pas la première, vu que là, nous avons 7,2 litres, alors que nous, c'était 7,2 mètres cubes. La B, du coup, est bien bonne, on a bien 7200 litres. Et la réponse est, donc ça c'est si on a fait une erreur dans la formule, donc ce n'est pas la réponse C. La bonne réponse est donc bien la B. En termes de temps, normalement il aurait fallu que vous fassiez cet exercice en environ 15 minutes, donc un petit quart d'heure. Pour le brevet, il faut savoir que dans la majorité des cas, les QCM sont sans justification. C'est pour ça qu'ils doivent être faits plutôt rapidement, parce que normalement il n'y a pas la partie rédaction. Voilà tout pour l'exercice 1, on passe au suivant. Donc exercice 2, un peu de transformation. Soit le pavage ci-dessous, recopier et compléter les phrases suivantes. L'image de l'hexagone 8 par la translation qui transforme 15 en 28 et l'hexagone tatati. Et deuxième phrase, l'image de l'hexagone tatati par la translation qui transforme 8 en 19 et l'hexagone 18. Donc, pour la première phrase, nous devons nous intéresser à la transformation qui nous permet de passer de 15 en 28. 15, il est là, 28, il est ici. On s'aperçoit qu'on se déplace de 1, 2, 3 hexagones sur la diagonale qui va vers le bas à gauche. Et donc nous cherchons l'image de l'hexagone 8 par cette même transformation, donc on se place sur 8 et on fait en fait le même chemin, c'est-à-dire qu'on se déplace donc vers en bas à gauche et on avance de 3 hexagones, donc 1, 2, 3. On atterrira du coup sur le 22. Ensuite, l'image de l'hexagone tatati par la translation qui transforme 8 en 19 et l'hexagone 18. Donc là déjà la transformation c'est 8 qui passe à 19. Donc là nous avons un déplacement vers le bas à droite et on fait 2 bonds. Cependant ici on ne cherche pas l'image d'un hexagone, mais l'hexagone que l'on avait au départ. Donc il faut faire le chemin inverse finalement. Donc il va falloir qu'on monte et qu'on aille vers la gauche. Donc on cherche l'hexagone que l'on avait à l'initiale si on arrive sur 18. Donc on fait le chemin inverse, on monte vers la gauche de 1, 2 et on tombe sur 7. Voilà pour cette première question. Et donc question 2, soit la rosace ci-dessous, donnez 2 transformations du plan qui permettent de passer du point C au point B. Donc là, il y avait une multitude de réponses possibles. Beaucoup de transformations permettent de passer du point C au point B. On avait par exemple tout simplement la symétrie centrale de centre O qui nous permettait de passer du point C au point B. On avait aussi une rotation de 180 degrés de centre O qui nous permettait de passer du point C au point B. On pouvait aussi citer l'homothétie de centre O et de rapport -1. Du coup, on garde les mêmes distances, mais on renverse l'image. Et une autre réponse peut-être un peu plus farfelue, on pouvait donner la symétrie axiale d'axe, du coup, la médiatrice du segment CB. Donc voilà donc pour toutes ces propositions, vous, il vous en suffisait que d'une seule. Je pense que la plus évidente, c'est la symétrie centrale de centre O. Et ensuite, la question D, donner une transformation du plan qui permet de passer du point A au point B. Le point A est ici, le point B est là. Donc là, ça serait plutôt une rotation qui nous permet de passer du point A au point B. Et donc ce qui va être compliqué, c'est de trouver en fait l'angle de notre rotation. Donc on va essayer de découper notre rosace en différents quartiers.
Donc pour savoir un petit peu le nombre de quartiers que l'on peut faire, on a juste finalement à compter le nombre de grosses pétales extérieures. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on sait qu'un tour complet ça fait 360 degrés. On va donc diviser 360 par 8 pour avoir en fait l'angle qu'il y a entre deux axes qui passeraient par le milieu de deux pétales externes successives. Donc finalement, si on divise 360 par 8, on va trouver cet angle-ci, donc l'angle qu'il y a entre deux pétales externes. Et donc pour aller jusqu'à B, on va trouver 3 fois cet angle. 1, 2, 3. Donc cet angle-là, si on fait 360 divisé par 8, ça nous donne 45. Donc on a ici en fait un angle de 45 degrés que l'on reporte 3 fois. Donc 45 fois 3, ça nous donne 135. Donc finalement, l'angle AOB fait 135 degrés. On a donc une rotation de centre O et d'angle 135 degrés. Si cet angle-là, donc AOB à l'intérieur ici fait 135 degrés, ça veut dire que l'angle qui est à l'extérieur fait 225 degrés, donc 360 moins 135. Et donc l'autre réponse possible était de dire que l'on fait une rotation de centre O d'angle 225 degrés, mais dans le sens cette fois-ci anti-horaire. Et là, du coup, nous avons 135 degrés dans le sens horaire. C'est donc ce que je vous ai mis ici, la rotation de centre O d'angle 135 degrés dans le sens horaire, ou alors la rotation de centre O d'angle 225 degrés dans le sens anti-horaire. Question 3, donc soit les figures suivantes. À l'aide de transformation du plan, écrire un programme de construction qui permette de réaliser la figure 2 à partir de la figure 1. Donc ici, pareil que précédemment, il y a plein de méthodes différentes. Le plus simple, c'est d'utiliser les symétries axiales et centrales. Donc par exemple, commencer à faire la symétrie de cette figure donc de centre O, donc la symétrie centrale, puis ensuite faire une symétrie axiale d'axe CD, par exemple. Et comme ça, on va déjà donc construire cette figure-là dans un premier temps grâce à la symétrie centrale, puis ensuite, l'image de celle-ci sera celle-ci, par la symétrie d'axe CD, et l'image de celle-ci sera celle-ci. Donc en fait, on aura retrouvé nos 4 motifs. Autre possibilité, faire d'abord une symétrie axiale d'axe AB, comme ça on va reproduire cette figure-là ici, et ensuite faire une autre symétrie axiale d'axe CD, et comme ça on va avoir donc nos deux figures ici. Donc voilà les deux exemples possibles, j'imagine qu'il y en avait plein d'autres. On pouvait notamment aussi se servir des rotations ou des homothéties de rapport -1 ou autres transformations. On aurait aussi pu avoir des translations, enfin bref, tout était possible. En tout cas, voici deux exemples que l'on pouvait donner. Pour cet exercice, j'ai mis un temps conseillé de 15 minutes. C'est vrai que mon corrigé paraît un peu long comme ça, mais en fait, j'ai mis beaucoup d'exemples possibles pour être sûr que vous sachiez en fait si ce que vous avez donné comme réponse pouvait convenir ou non. Mais si on ne met à chaque fois qu'une seule phrase réponse, notamment pour la question C et la question D, déjà ça allège énormément le temps d'écriture. Et normalement, sur ce type d'exercice-là, en voyant la figure, vous devez directement en fait avoir la réponse qui vous saute aux yeux. C'est pourquoi c'est quelque chose qui doit aller assez vite. Là c'est pareil, c'est simplement en fait compléter les phrases, donc il n'y a rien de trop difficile. C'est pourquoi j'ai mis seulement 15 minutes pour celui-ci. Donc là on passe à l'exercice 3, c'est l'exercice le plus complet avec vraiment toutes les notions de géométrie. Donc quand j'ai fait ce sujet brevet, j'ai fait en fait que 4 exercices, normalement il y en a 5 qui valent tous aux environs de 20 points. Là j'ai choisi en fait de faire seulement 4 exercices et de mettre du coup cet exercice 3 sur 34 points parce que j'ai regroupé vraiment énormément de notions différentes dans cet exercice 3 alors que normalement elles sont séparées en 2 exercices différents. Mais là, du coup, j'ai cumulé en fait l'exercice de géométrie avec le petit exercice de recherche, proportionnalité, tout ça, qui tombe très régulièrement au brevet. Pour rappel, n'hésitez pas à ouvrir ce PDF pour essayer de suivre le corrigé en même temps que moi, parce que là, pour le coup, ça va être plus compliqué pour moi de vous montrer à la fois l'illustration et le texte. Donc pour la partie 1, il fallait calculer la longueur BC et justifier. Donc BC, c'est le côté que l'on a ici. On connaît du coup le côté AC qui fait 20 mètres. On connaît aussi l'angle BAC qui fait 45 degrés. Et donc grâce à des formules de trigonométrie, on pouvait retrouver le côté BC. Je vais vous donner 2 méthodes pour répondre à cette question. Il y a une méthode, c'est vraiment celle qui est attendue au brevet, celle qui est la meilleure à utiliser je pense. Et la deuxième méthode, c'est une méthode en fait dont vous auriez pu vous servir sans avoir fait l'année de 3e. C'est-à-dire c'est une méthode qui vous permet de répondre à cette question en étant en 5e et en 4e.
Donc je vous ai retracé ici un petit peu la situation. Donc on sait que le triangle ABC rectangle en C, c'est pourquoi on peut utiliser les formules de trigonométrie. Je rappelle, si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas utiliser les formules de trigonométrie. Et donc là, le but, ça va être d'identifier qui est le côté opposé, qui est le côté adjacent et quelle est l'hypoténuse. On connaît, nous, l'angle BAC, donc c'est celui-ci. Ça veut dire qu'on va nommer nos côtés en fonction de cet angle-là. Le côté qui est opposé à cet angle BAC, c'est le côté BC. Donc BC sera le côté opposé. Ensuite, le côté adjacent à cet angle BAC, c'est le côté AC. AB est aussi adjacent à mon angle, sauf que lui, il a quelque chose de plus particulier que ça. Il est aussi opposé à l'angle droit, ce qui fait que AB est l'hypoténuse, et vraiment sa fonction principale, et donc du coup, le côté adjacent sera bien le côté AC. Donc voilà pour l'identification des côtés. J'ai noté ici le petit mnémotechnique, donc casse-toi, et donc nous allons utiliser ce mnémotechnique pour retrouver nos formules. Nous connaissons le côté adjacent, AC, qui fait du coup 20 mètres, c'est ce que l'on a vu dans l'énoncé, et on cherche BC. On a donc besoin d'une formule où on a adjacent et opposé. Ça va être du coup la tangente. On lit que tangente de notre angle, c'est opposé divisé par adjacent. On a donc que la tangente de BAC, c'est égal à BC sur AC. Donc on connaît BAC qui fait 45 degrés, AC qui fait 20, donc je remplace dans mon égalité. Et maintenant, moi, je veux trouver le côté BC. Donc je vais multiplier tan de 45 degrés par 20. J'effectue le calcul à la calculatrice et je trouve 20 mètres. Pour la trigonométrie, je vous conseille fortement de mettre donc par exemple un petit sur 1 ici, tan 45 sur 1, pour que vous visualisiez mieux le produit en croix, parce que dans certains cas, ils sont un peu plus difficiles à voir, et c'est très souvent que vous faites des erreurs de produit en croix. Et donc, je vous explique quand même la deuxième méthode. En fait, on savait que dans le triangle ABC, on avait l'angle BAC qui faisait 45 degrés, et l'angle BCA qui faisait 90 degrés. On sait que dans un triangle, la somme des angles est de 180 degrés, c'est notre petite propriété de 6e, 5e. Et donc il nous faut que la somme des angles fasse 180 degrés, donc autrement dit, ABC sera égal en fait à 180 moins 45, moins 90 qui nous donne 45 degrés. On déduit de ça, puis on démontre surtout que le triangle ABC est isocèle en C, donc on conclut que BC est forcément égal à AC qui est égal à 20 mètres. Donc voici la deuxième possibilité. Question suivante, calculer la longueur AB arrondie au dixième, justifié. On va pouvoir utiliser du coup le schéma que j'ai ici. Nous avons un triangle rectangle en C et nous cherchons du coup l'hypoténuse. On connaît BC, on connaît AC. Quand on a deux longueurs connues dans un triangle rectangle, ce qu'il faut utiliser c'est Pythagore. Donc on sait que le triangle ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a que AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Maintenant que j'ai démontré que l'égalité était vraie, qu'elle était vérifiée, je peux l'utiliser et résoudre l'équation qui me permettra de calculer AB. Donc je remplace par les données que je connais, AC c'est 20, BC c'est 20. Je me retrouve avec AB au carré qui est égal à 20 au carré plus 20 au carré. Autrement dit, AB au carré qui est égal à 400 plus 400, donc AB au carré qui est égal à 800. AB est donc égal à racine carrée de 800. Je précise ici que dans une autre situation, par exemple si on avait eu x au carré qui est égal à 800, il y aurait eu deux possibilités pour x. Ou bien x est égal à racine de 800, ou alors x est égal à moins racine de 800. Ici nous sommes en géométrie. En géométrie il n'y a pas de longueur négative, c'est pourquoi la seule possibilité pour AB est racine de 800. Mais je préfère quand même vous préciser que c'est uniquement parce qu'on est en géométrie. Sinon, il y a toujours deux solutions. On calcule à la calculatrice, on trouve 28,3 mètres. De base, on avait 28,284, mais comme nous avons un 8 derrière le 2 qu'il y avait au dixième, on arrondit au-dessus. Donc on le transforme en 3. 28,3 mètres. Question 3. Quelle est la nature du quadrilatère ACEF justifié? Alors là, ce sont des rappels du programme de 5e. Donc dans le quadrilatère ACEF, on sait déjà que AF et CE sont parallèles. On sait aussi que AC et FE sont elles aussi parallèles. Ce qui veut dire que les côtés opposés sont parallèles. Or, on sait qu'un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles est un parallélogramme. Donc ACEF est déjà un parallélogramme et on peut aller plus loin. C'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux. En effet, AF égale AC qui est égal à 20 mètres. Or, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, c'est un losange. Donc ACEF est un losange
et pas n'importe lequel, c'est un losange qui a un angle droit. Or, un losange qui possède au moins un angle droit est un carré, donc ACEF est un carré. Autre possibilité, du coup, à partir du moment où on sait qu'il est parallélogramme, on peut d'ores et déjà parler de l'angle droit. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle, et ensuite un rectangle qui a deux côtés consécutifs égaux est un carré. Donc finalement, ce qu'il fallait montrer, c'est qu'on avait un parallélogramme qui est à la fois rectangle et losange, et donc l'on avait un carré. Voilà donc la rédaction proposée, donc c'est exactement ce que je vous ai dit à l'oral. On sait que dans le quadrilatère ACEF, les côtés donc opposés sont parallèles. Or, si un quadrilatère a ces deux paires de côtés opposés parallèles, c'est un parallélogramme, donc ACEF est un parallélogramme. Ensuite, on sait que dans le parallélogramme ACEF, donc AF est égal à AC, autrement dit, il y a deux côtés consécutifs égaux. Or, donc si un parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, c'est un losange, donc ACEF est un losange. Et enfin, c'est un losange qui possède un angle droit, donc c'est un carré. Voilà tout pour la démonstration, il y avait plein de manières de le rédiger, peut-être même des méthodes qui étaient un petit peu plus courtes, mais là c'était vraiment pour faire une rédaction qui soit irréprochable. En déduire la longueur FE. Donc FE il est ici, mais maintenant qu'on a un carré, forcément tous les côtés sont égaux, comme AC égale à F égale 20 mètres, FE sera aussi égal à 20 mètres, et d'ailleurs CE aussi sera égal à 20 mètres. Question 5, les droites AB et ED sont-elles parallèles justifiées? Donc les droites AB et ED donc, sont celles-ci. Pour vérifier si des droites sont parallèles, il faut utiliser ou bien la réciproque du théorème de Thalès, ou alors la contraposée du théorème de Thalès. Je vous ai mis du coup en évidence la partie de la figure sur laquelle on allait travailler. Donc on va travailler sur ce petit papillon. On a donc le petit triangle qui est ABC et le grand triangle qui est ECD. Et donc pour utiliser le théorème de Thalès, il nous faut dire que les points A, C et D, puis les points B, C et E sont alignés dans ces ordres, ou alors que les droites AD et BE s'intersectent en C. Donc ce sont deux phrases différentes, mais qui veulent dire finalement la même chose et qui nous permettent de pouvoir utiliser ou bien la contraposée ou bien la réciproque du théorème de Thalès. Pour savoir si on choisit la contraposée ou la réciproque, ce qu'il faut vérifier maintenant, ce sont nos rapports. Donc on se place sur les droites qui s'intersectent et on fait toujours petit côté sur plus grand égale petit côté sur plus grand, et ensuite on prend notre dernier rapport avec le dernier côté de notre triangle, donc petit côté AB sur le grand côté ED. Donc ici on va vérifier si CB sur CE est bien égal à CA sur CD, qui serait bien égal du coup à AB sur ED. CB sur CE, ça nous fait du 20 sur 20, qui est égal du coup à 1. CA sur CD, c'est égal à 20 sur 40 en fait, parce que CD on nous dit que c'est 2AC, donc 2 fois 20, donc 40. Du coup là déjà on a 1 demi. Ah, bon, pas besoin d'aller plus loin. Nos rapports du coup ne sont pas égaux, donc on va utiliser la contraposée du théorème de Thalès, qui nous dit que quand on est dans cette configuration-là, si les rapports ne sont pas égaux, alors nos droites ne sont pas parallèles. Donc voilà ce que donne la rédaction. On vérifie nos rapports. CB sur CE égale 20 sur 20 qui est égal à 1, ce que l'on avait trouvé ensemble. CA sur CD est égal à 20 sur 40 qui est égal à 1 demi. C'est aussi ce que l'on a trouvé ensemble. On note bien notre petite phrase. On sait que les points B, C et E d'une part et les points A, C et D d'autre part sont alignés dans ces ordres et que les rapports du coup ne sont pas égaux. D'après la contraposée du théorème de Thalès, on conclut que les droites AB et ED ne sont pas parallèles. Calculer la longueur ED arrondie au dixième justifié. Donc là pour la longueur ED, il faut utiliser une seconde fois le théorème de Pythagore. On connaît CD qui fait 40 mètres, CE qui fait 20 mètres, et bien sûr on sait que le triangle CDE est un triangle rectangle, c'est pourquoi on peut utiliser le théorème de Pythagore. Je rappelle que si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Donc là le triangle est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore qui va nous donner du coup une égalité dont on va pouvoir se servir pour résoudre une équation et trouver du coup la longueur ED. Donc voilà comment nous commençons. On sait que le triangle ECD est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a ED au carré qui était l'hypoténuse au carré égale EC au carré plus DC au carré. Je remplace avec les données que je connais. ED au carré est égal à 20 au carré plus 40 au carré. Et donc finalement, ED au carré est égal à 400 plus 1600, ce qui nous donne 2000. Et donc ED est égal à racine de 2000. On calcule ceci à la calculatrice. On trouve 44,72, donc cette fois-ci on gardera notre 7.
donc 44,7 mètres. Montrez que le périmètre de ce terrain est d'environ 173 mètres. Bon le périmètre c'est plutôt simple, on va additionner tous les côtés de notre forme, donc AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Donc voilà ce que ça nous donne, nous connaissions du coup toutes les longueurs, donc 28,3 plus 20 plus 40 plus 44,7 plus 20, ce qui nous donne 173 mètres. Voilà tout pour cette partie 1, on passe à la partie 2. Petit café quand même, parce que ça va avoir 53 minutes de tournage, et ça doit faire beaucoup moins en vidéo, mais il y a certaines explications des fois que je refais parce que je trouve que je les ai pas suffisamment bien expliquées au premier abord. Donc oui, du coup, on perd un petit peu de temps dans le tournage. Si vous voulez faire une petite pause, prendre une petite boisson pour continuer le sujet, n'hésitez surtout pas. Et allez, hop, on s'y remet. Alors, partie 2. Sam se rend en magasin pour acheter le matériel nécessaire. Il choisit une clôture en grillage. Le vendeur lui indique qu'il lui faudra un piquet tous les 2 à 3 mètres et un piquet à chaque coin. Nous prendrons comme périmètre du terrain 173 mètres. Voici les prix du magasin, donc ça ce sont toutes les petites infos que nous avons. Alors quel sera le montant des achats de Sam pour refaire sa clôture? Toute trace de recherche sera prise en compte. Donc première question qu'il faut que l'on se pose, c'est combien nous avons besoin de piquets? En effet, pour le grillage c'est plutôt simple, il va nous falloir autant de longueur de grillage que la longueur du périmètre. Donc ça pour le coup, pas de souci. On calculera après du coup combien ça nous fait de rouleaux, mais en tout cas dans un premier temps on n'est pas bloqué là-dessus. Pour le nombre de piquets, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, on sait qu'il nous faut du coup un piquet tous les 2 à 3 mètres et il nous faut un piquet à chaque coin. Donc là, il va falloir trouver le nombre de piquets côté par côté en fait. Donc nous connaissons la longueur AB, la longueur BC, la longueur CD, la longueur DE, la longueur EF et la longueur FA. Et en fait, il va falloir trouver du coup au minimum combien de piquets on peut mettre de manière à ce qu'il y ait donc un piquet sur chacun des points A, B, C, D, E, F. Donc par exemple, si on se concentre sur AB, il faut qu'il y ait un piquet sur A, un piquet sur B. Et ensuite, il va falloir du coup qu'on trouve de combien on va les espacer pour en avoir le minimum. Donc idéalement, on va diviser du coup par 3, vu que c'est en fait la distance maximale que l'on peut avoir entre deux piquets. Et ensuite, on arrondira de sorte à avoir du coup cette distance maximale qui ne soit pas dépassée. Donc voilà ce que ça nous donne du coup pour un premier côté. Pour un côté de 20 mètres. Donc pour économiser au maximum, on va essayer de mettre un piquet tous les 3 mètres. Donc on divise par 3 et on se rend compte qu'il nous faudrait 6,67 piquets. Si je n'en prends que 6, mes piquets vont être espacés d'un peu plus de 3 mètres. Donc je ne peux pas en prendre 6. D'ailleurs, c'est très facile à calculer. 6 x 3, ça me donne 18. C'est pas mes 20 mètres, donc il en manque un petit peu. Donc effectivement, multiplie 6 par un nombre qui est un peu plus grand que 3 pour obtenir 20. Donc ça nous enchante pas, donc on va arrondir à l'excès. On va prendre en fait 7 piquets. En faisant ça, je compte le piquet qu'il y aura sur le point A, mais je ne prends pas en compte le piquet qu'il y a sur le point B. Et du coup, le piquet du point B, c'est quand on va faire BC que l'on va l'obtenir. Sur BC, on ne prendra pas en compte le piquet du point C, et du coup, c'est en faisant CD que l'on va l'obtenir. Ce coup-ci, on ne prendra pas en compte le piquet du point D, mais on le prendra en compte sur le calcul de DE, et ainsi de suite. Et du coup, comme ça, en fait, on aura vraiment tous nos coins qui vont être comptabilisés une fois, et on aura le nombre de piquets total qu'il nous faut pour notre périmètre. On réitère exactement la même opération, mais avec un côté de 28,3 mètres. On trouve du coup qu'il nous faudra 10 piquets. Et avec un côté de 40 mètres, on trouve qu'il nous faudra du coup 14 piquets. Et avec un côté de 44,7 mètres, il nous faudra 15 piquets. Donc nous avons 3 côtés de 20 mètres. Effectivement, si je remonte ici, nous avons donc BC qui fait 20 mètres, puis AF qui fait 20 mètres, puis FE qui fait 20 mètres. Ensuite, nous avons un côté de 40, et après, pareil, donc les autres côtés sont encore des longueurs différentes. On va donc compter du coup 3 fois les 7 piquets pour un côté de 20 mètres, plus les 10 piquets pour le côté de 28,3 mètres, plus les 14 piquets pour le côté de 40 mètres, et enfin plus les 15 piquets pour le côté de 44,7 mètres. Au total, on aura donc besoin de 60 piquets. Donc si jamais vous n'avez pas pris en compte les coins, comme c'était noté ici, mais que vous avez pris 173 mètres, que vous avez directement divisé par 3 pour connaître le nombre de piquets au total, vous allez être sur du 58 du coup piquets. Donc vous allez perdre un chouïa de points, mais si tout le reste est bon, vraiment, vous n'allez pas perdre grand chose.
Maintenant qu'on sait le nombre de piquets qu'il nous faut trouver le nombre de rouleaux dont on va avoir besoin. On sait qu'un rouleau du coup a une longueur de 25 mètres. Nous on a un périmètre de 173 mètres, donc on va diviser 173 par 25 et on trouve qu'il nous faut du coup 7 rouleaux. Pareil, on arrondit à l'excès parce que si on n'en prend que 6, il va nous en manquer. Donc maintenant on n'a plus qu'à calculer la somme totale à payer, donc 7 fois 274,14 plus 60 fois 16,90, ce qui nous donne 2932,98 euros. Bien sûr, pour ceux qui avaient trouvé donc 58 piquets, vous allez trouver quelque chose qui est un tout petit peu plus bas. Donc le montant des achats de Sam pour refaire sa clôture sera de 2932,98 euros. Ensuite, on nous dit que Sam a droit à une réduction de 20%, quel sera alors le nouveau montant. Donc une réduction de 20%, on va donc multiplier par 1 moins ce taux de réduction, donc 1 moins 20%, ce qui va nous donner 0,80. Et donc on obtient 2346,38 euros. Donc le nouveau montant sera de 2346,38 euros. Et enfin, partie 3, Sam se rend dans un autre magasin et souhaite acheter du gazon de regarnissage pour renouveler sa pelouse. Voilà donc les indications sur les produits du magasin. Combien de boîtes de chaque conditionnement devra-t-il acheter pour recouvrir tout son terrain à moindre coût? Donc toute trace de recherche sera prise en compte une nouvelle fois. Dans un premier temps, nous avons besoin du coup de connaître l'aire du terrain. Donc il va nous falloir calculer l'aire de ABC, puis l'aire de ACEF, puis l'aire de CED. On sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, et l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. On applique donc nos formules, donc l'aire de ACEF, ça va être 20 au carré, l'aire de ABC, ça va être 20 fois 20 divisé par 2, et l'aire de CDE, ça va être 20 fois 40 divisé par 2. On trouve alors 400 plus 200 plus 400, ce qui nous donne 1000 mètres carrés. Maintenant, il nous faut calculer le nombre de boîtes nécessaires pour 1000 mètres carrés. Comme le conditionnement par 3 kg il est plus économique que celui par 1 kg, on va chercher au maximum combien de boîtes de 3 kg on peut utiliser. Donc on fait 1000 divisé par 180. Effectivement, on voit qu'avec 3 kg, on peut donc s'occuper de 180 mètres carrés. C'est donc pourquoi on divise par 180. 1000 divisé par 180, ça nous fait 5,56. Donc on regarde combien de mètres carrés ça nous fait au total, c'est 5 boîtes. Donc ça nous ferait 900 mètres carrés. Il nous reste du coup 100 mètres carrés à couvrir. On va donc voir combien il nous faut de boîtes de 1 kg cette fois-ci. 2 fois 60, ça nous fait 120 mètres carrés. Donc 2 boîtes de 1 kg suffiront à couvrir les 100 mètres carrés. Et on vérifie quand même que ça revienne bien moins cher qu'une boîte de 3 kg. Donc effectivement, si on prend 2 boîtes de 1 kg, il y en aura pour un peu moins de 40 euros contre 54,90 euros pour une boîte de 3 kg. Donc on va bien préférer prendre 2 boîtes de 1 kg plutôt qu'une 6e boîte de 3 kg. Donc finalement, on va devoir acheter 5 boîtes de 3 kg et 2 boîtes de 1 kg. J'avais noté une petite question bonus au cas où, donc c'était calculons le prix à payer. Il suffisait de multiplier par 5 du coup le prix d'une boîte de 3 kg, puis par 2 le prix d'une boîte de 1 kg et on trouvait 314,30 euros. Donc le temps que je conseille pour ce très grand exercice, c'est du coup environ 1 heure. Voilà pour cet exercice 3 qui était plutôt long et on passe du coup au dernier exercice, l'exercice 4. Donc on commence par la première partie, soit les 2 programmes de calcul A et B suivants. Donc voici le programme A et voici le programme B. Vérifiez qu'en choisissant 2 comme nombre de départ, le programme A renvoie 4 et le programme B renvoie 9. On va commencer du coup avec le programme A. Donc si je prends 2, je multiplie par 3, j'obtiens 6. Je soustrais 4, j'obtiens 2. J'élève du coup 2 au carré et j'obtiens 4. Donc effectivement, en choisissant 2 comme nombre de départ pour le programme A, ça renvoie bien 4. Ensuite pour le programme B, donc on choisit toujours le même nombre 2, on ajoute moins 3, donc ça nous donne moins 1. On élève au carré, moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Et on multiplie par 9, 1 fois 9, ça nous donne bien 9. Donc ok, c'est bon, c'est vérifié. Maintenant que nous renvoie le programme A si l'on choisit moins 3 comme nombre de départ, donc moins 3, multiplie ce nombre par 3, donc ça nous donne moins 9. Moins 9, moins 4 nous donne moins 13. Et moins 13 au carré, donc moins 13 fois moins 13, ça nous donne 169. Et ensuite, pour le programme B, donc on choisit moins 3, on ajoute moins 3, donc ça nous donne moins 3, qui nous font moins 6. Moins 6, le tout au carré, ça nous fait moins 6 fois moins 6, qui est égal à 36. Et 36 fois 9, ça nous donne 324. Quel nombre faut-il choisir pour que le programme A nous renvoie 9 ? Déjà, on va donner l'expression littérale qui est liée au programme A.
On nous disait qu'on multipliait du coup d'abord notre nombre de départ par 3. Donc là, on va prendre comme nombre de départ x que l'on multiplie par 3. Ensuite, on fait x fois 3 moins 4 et le tout au carré. Plus simplement, on peut l'écrire comme étant 3x moins 4 le tout au carré. Et du coup, on veut que cette expression-là nous donne 9. On va donc résoudre cette équation. On met tout du coup du même côté parce qu'en fait, on se rend compte que 9, c'est 3 au carré. Et donc, on peut utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré qui nous donne a plus b facteur de a moins b. Donc, on obtient ceci. On peut donc maintenant simplifier chacune des grandes parenthèses. On a donc 3x moins 4 moins 3 d'un côté, puis 3x moins 4 plus 3 de l'autre. On calcule moins 4 moins 3 qui nous donne moins 7 et moins 4 plus 3 qui nous donne moins 1. Donc là, on est simplifié au maximum dans chaque parenthèse. On a du coup un produit qui est égal à 0 et on sait qu'un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Autrement dit, ou bien 3x moins 7 est égal à 0, ou alors 3x moins 1 est égal à 0. Effectivement, si j'ai n'importe quel nombre fois quelque chose qui me donne 0, je suis obligée de multiplier ce nombre par 0. Que ce soit 1000 fois quelque chose égale 0, 500 fois quelque chose égale 0, 1 fois quelque chose est égal à 0, à chaque fois, ce quelque chose doit être 0. Sinon, je ne pourrai jamais trouver 0 comme résultat. Donc c'est pourquoi ou bien ceci est égal à 0, ou alors ceci est égal à 0. Donc on va commencer par 3x moins 7 qui est égal à 0. On a donc 3x qui est égal à 7 et x qui est égal à 7 tiers. Donc ça c'est pour la première solution. Ou alors on a 3x moins 1 qui est égal à 0, 3x du coup qui est égal à 1 et x qui est égal à 1 tiers. Donc les nombres à choisir pour que le programme A nous renvoie 9 sont ou bien 1 tiers ou alors 7 tiers. Alors question 4, quel nombre faut-il choisir pour que le programme B nous renvoie 0? Donc pareil, on va écrire l'expression du programme B, donc sous forme d'expression littérale. On choisit x comme nombre de départ, on doit soustraire 3 à x, du coup donc x moins 3, mettre le tout au carré et multiplier par 9. Plus simplement, on peut écrire qu'on a 9, x moins 3 le tout au carré. On souhaite donc que 9 facteur de x moins 3 le tout au carré nous donne 0. Bon ben là c'est un petit peu plus simple que tout à l'heure, c'est le même principe. Un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul, mais là le seul facteur du coup qui pourrait être égal à 0 c'est x moins 3 finalement. 9 ne peut pas être égal à 0, et après on a x moins 3 fois x moins 3. Donc obligatoirement, x moins 3 est égal à 0. On obtient donc ceci, et si x moins 3 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 3. Donc le nombre à choisir pour que le programme B nous renvoie 0 est 3. Et enfin, question 5, quel nombre faut-il choisir pour que le programme A et le programme B nous renvoient le même nombre? Donc là du coup on veut que l'expression de A soit égale à l'expression de B. On va tout mettre du coup du même côté et on obtient encore une fois l'identité remarquable de tout à l'heure, A carré moins B carré. J'ai donc écrit ici deux questions sur cette identité-là parce que c'est la seule qui est éligible du coup au brevet. Et étant donné qu'il n'y en a plus qu'une maintenant qu'il vous faut connaître pour le brevet, il y a de fortes chances qu'elle tombe. Donc c'est pourquoi, pour bien vous entraîner, j'ai mis carrément deux questions dessus. Donc ici, effectivement, un 9, c'est 3 au carré. Et donc finalement, grâce à mes formules des puissances, je peux dire que 3 au carré facteur de x moins 3 au carré, c'est en fait 3 facteurs de x moins 3, le tout au carré. Je peux simplifier un petit peu cette parenthèse en écrivant que ça me donne 3x moins 9. Et maintenant, du coup, j'ai bien identifié A comme étant 3x moins 4, B comme étant 3x moins 9, et je peux utiliser ma formule A carré moins B carré qui me donne A moins B, facteur de A plus B. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut simplifier maintenant les grandes parenthèses. Donc on a 3x moins 4 moins, attention ici, moins 3x plus 9. Je distribue en fait le moins dans ma parenthèse. Donc moins 3x plus 9. Et ensuite ici, bon ben pas de souci, 3x moins 4 plus 3x moins 9, on avait un plus devant une parenthèse, donc aucun problème. Je calcule ce que l'on peut calculer, 3x moins 3x ça s'annule, moins 4 plus 9 ça nous donne 5, donc il nous reste en fait uniquement 5 pour toute cette parenthèse. Ensuite 3x plus 3x, 6x, et moins 4 moins 9, moins 13. Finalement, ben, il suffit que j'ai 6x moins 13 qui soit égal à 0, et donc que 6x soit égal à 13, x va être égal à 13 sur 6. Donc le nombre à choisir pour que les deux programmes nous renvoient le même nombre est 13 sixièmes. Alors, partie 2, soit le motif suivant. Parmi les trois programmes ci-dessous, quel programme permet de tracer ce motif? Donc je vais vous le faire dans l'ordre inverse, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour le programme 3, je me place du coup sur le point de départ, j'avance de 30, je tourne de 60. Donc ici, effectivement, normalement, ma trajectoire classique, c'est par ici. Et donc en fait, je dois m'orienter de 60 pour effectivement aller dans cette direction-là. Ici, je n'ai bien que 60 degrés parce que là, tous mes angles de mon hexagone font 120 degrés.
je sais que là j'ai un angle plat de 180 degrés, donc ici, cet angle-là est bien de 60 degrés. Donc finalement, j'avance de 30, je tourne de 60, donc je m'oriente par ici, j'avance de 30 encore, et donc je dois répéter 3 fois ces blocs-là. Donc j'avance encore de 30, ah, ok, là déjà je suis en dehors de mon hexagone, donc c'est plus possible. Donc le 3 ne sera pas bon. Hein, je le refais, j'avance de 30, je m'oriente par ici, j'avance de 30. J'avance de 30, je m'oriente par ici, j'avance de 30. J'avance de 30 et en fait on va beaucoup trop loin comme ça. Donc ce n'est pas le programme 3. Le programme 2 du coup, je me place ici, j'avance de 30 et en fait normalement le but est d'aller par là. Sauf que là on me dit de m'orienter à 120 degrés. Moi je suis orientée par là, hop. Et donc si je fais un angle de 120 degrés, ben en fait je vais aller par ici. Je me trouve par là. L'angle qu'il y a entre ce trait-là, cette direction-là et cette direction-là, il fait bien 120 degrés cet angle-là. Donc du coup ce n'est pas le programme 2, ce sera bien le programme 1. Donc j'avance de 30, normalement ma direction est ici, mais si je tourne de 60, je m'oriente bien vers là. J'avance de 30 une seconde fois, je tourne encore. J'avance de 30 une troisième fois, je tourne encore. J'avance de 30 une quatrième fois, je tourne encore. Une cinquième fois, je tourne encore. Et la sixième fois est la bonne. Hop, j'ai fini mon hexagone. Ensuite, complétez le programme ci-dessous pour qu'il permette de tracer la figure suivante. Bon, ben là, du coup, la forme hexagone, c'est pas très compliqué, on l'a répété 3 fois. Donc on aura en fait répété 3 fois hexagone. Et ensuite, pour tourner, alors on commence ici, ça c'est notre point de départ. On fait un premier hexagone, on revient en condition initiale. Je m'oriente du coup donc de base par ici. Et moi mon but c'est d'aller vers là, donc de m'orienter ici. Là cette fois-ci je fais bien l'angle de 120 degrés qu'il y a dans mon hexagone. Donc tourner de 120 degrés. Donc voilà donc ce que l'on obtient. Et enfin, toute dernière partie de ce sujet de brevet, un professeur a noté les notes de ses élèves dans une feuille de tableur présentée ci-dessous. Choisir parmi les 5 propositions suivantes la formule que le professeur a écrite dans la cellule L2, de façon à pouvoir l'étendre jusqu'à la cellule L4. Alors on a différentes propositions. Déjà, il faut savoir que dans Excel, avant toute formule, il faut toujours mettre un égal. Sinon, le logiciel ne prend pas en compte ce que l'on a écrit comme étant une formule. Donc on peut éliminer déjà la première proposition. Ensuite, dans Excel, du coup, on veut bien des formules qui utilisent des cellules spécifiques. Donc on ne va pas donner de valeur comme on le fait ici et ici. On va bien nommer les cellules que l'on veut utiliser. Donc déjà, celle-ci, ce n'est pas possible. Là, on donne les valeurs qu'il y a dans les cellules. Mais imaginons les notes changent, ou on ajoute d'autres notes, ou on récupère ces formules-là pour d'autres contrôles dans d'autres matières ou autres. En fait, les calculs ne seront plus bons. Ils ne vont pas s'adapter au tableur. Donc, cette réponse-là et celle-ci ne sont pas bonnes. Ensuite, du coup, on hésite entre celle-ci et celle-ci. Déjà, quand on écrit somme d'une cellule, deux points, une autre cellule, en fait, là, on additionne, du coup, on fait la somme, on additionne toutes les cellules qu'il y a à partir de B2 jusqu'à L2. Donc là, du coup, somme de B2, L2, on commence du coup ici avec la note 15, que l'on ajoute avec toutes les notes par lesquelles on passe jusqu'à L2. Mais L2, c'est pas possible, il n'y a pas de note dans L2. C'est la moyenne que l'on veut écrire ici. Donc en fait, il faudrait qu'on s'arrête sur cette note-là, sur le 12, qui est en K2. Donc du coup, on va faire la somme de B2 à K2, que l'on va diviser par le nombre de notes, qui est 10. Donc la bonne réponse sera celle-ci. Ensuite, donner sans justification la formule que le professeur a écrite dans la cellule B5 de façon à pouvoir l'étendre jusqu'à la cellule L5. Les trois contrôles ont le même coefficient. Bon, en fait, c'est la même formule que celle que l'on vient d'expliquer là. Donc en B5, pour faire la moyenne de l'élève, on additionne du coup la note du contrôle 1, la note du contrôle 2, la note du contrôle 4 que l'on divise par 3. Donc on va faire la somme de B2 jusqu'à B4 divisé par 3. Ou alors, on va écrire que l'on fait B2 plus B3 plus B4. Et tout ça, bien sûr, on le divisera aussi par 3. Ensuite, quand je vais étendre cette formule-là jusqu'à L5, en fait, toutes mes colonnes vont se réadapter. À la place des B dans la colonne C, j'aurai des C. Dans la colonne D, des D. Dans la colonne E, des E, et ainsi de suite. Calculer la moyenne de Léa. Là, c'est encore une fois la même formule. On cherche Léa. Hop, Léa, elle est ici.
Elle a eu 12, 14 et 16, donc on additionne 12, 14, 16 que l'on divise par 3. On obtient finalement 14. Et enfin, quelle est la médiane des notes du contrôle 3? Donc là, je vais écrire toutes les notes du contrôle 3 dans le bon ordre. Donc 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 15, 16. Et je vais récupérer les deux valeurs du milieu, vu qu'ici, en fait, j'ai un nombre pair de valeurs. Donc j'ai deux valeurs au milieu. Et je prendrai la moyenne de ces deux valeurs. Ici, on a de la chance, on a 12 et 12. Pas besoin de faire deux moyennes, la médiane est de 12. Voilà pour ce dernier exercice, j'avais compté environ 30 minutes pour celui-ci. La partie la plus longue en fait, c'est la partie du coup avec les programmes de calcul et les résolutions d'équations. Mais sinon normalement pour la partie 2 et la partie 3, ça va relativement vite. Voilà tout pour cet objectif brevet numéro 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous a posé problème pour que je puisse aller regarder ces exercices et essayer de faire d'autres sujets avec des exercices très similaires à ceux qui vous ont posé problème. Voilà tout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.